Alors, bonjour, je m'appelle François Grandjacques et je réalise des films. Pour la création de ces films, des reportages, des documentaires, je suis souvent parti à l'étranger, dans des conditions qui sont à l'origine de ma présence aujourd'hui devant vous. Ces conditions, les voici. J'ai, durant ces voyages, très rarement dormi à l'hôtel. C'est-à-dire que je dormais chez l'habitant, comme on dit. Alors pourquoi ? La plupart du temps, j'étais logé chez la personne dont je venais faire le portrait, ou bien je logeais à l'endroit où le sujet du film se déroulait. Par exemple, j'ai passé une semaine dans un bidonville de Lima pour faire le portrait de Sylvie Duman et son association Mano à Mano, que voici, où j'ai habité dans un village lacustre au Cambodge, sur le lac Tonlé Sap. Cette manière-là de voyager est fondamentalement différente de l'hôtel. Elle est souvent plus sympathique, plus exotique que l'hôtel, mais elle est aussi plus inquiétante et plus dérangeante. Alors, pourquoi plus sympathique, plus exotique, plus inquiétante, plus dérangeante ? Est-ce que vous connaissez le kava ? Non. Non, personne ? Non, oui ? Il y a du oui ? Il y a deux oui. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, à l'ouest du Pacifique se trouve l'île du Vanuatu. C'est un pays anciennement appelé Nouvelle-Hébride. C'est un archipel très retiré, au large, très large de la Nouvelle-Calédonie. Avec Pierre Noël, mon acolyte de tournage, nous passons quelques jours dans une tribu du Vanuatu pour faire le portrait de Blandine Boulcon, qui au passage est une femme incroyable, qui a notamment travaillé à l'amélioration de la place des femmes dans le pays. La voici. Eh bien, le soir, quand on vit dans ce village, Nivat, c'est-à-dire du Vanuatu, Nivat, du Vanuatu, on boit le kava. Le kava, c'est quoi ? Le kava, c'est une plante endémique du Vanuatu, de Wallis et Futuna et des Fidji. Et le kava, on en fait une boisson que l'on prépare en groupe. Alors, comment ça se prépare ? L'idée est de mâcher une racine de kava jusqu'à en faire une bouillie dans sa bouche, puis de cracher cette bouillie dans une sorte de pot commun où elle est filtrée par un tissu. Et on boit ensuite ce mélange. Voilà, donc c'est une boisson totale Covid, absolument Covid. C'est merveilleux. Alors, il faut quand même imaginer la scène. Alors, je vous mets dans le noir pour ça, parce que je pense que c'est mieux. Donc, vous êtes sur une petite île, au milieu du Pacifique, devant un akamal. Un akamal, c'est une sorte de grande hutte traditionnelle, très belle, faite de bois sculpté. Vous mâchez des racines, avec 5 ou 6 hommes à moitié nus, ou dotés d'un étui pelvien, c'est-à-dire un grand tube qui est fixé au niveau du sexe. Vous êtes en cercle autour d'un grand pot et vous crachez dedans. Voilà, tous ensemble. Des morceaux mais c'est très sympathique, des morceaux de bouillie couleur sable. Voilà. Et tout ça en n'ayant pas la moindre idée de l'effet que ce fichu kava va bien pouvoir avoir sur votre conscience. Voilà. C'est ça la petite clé. Alors, la situation était assurément sympathique. Tous mes voisins cracheurs étant parfaitement gentils avec moi. Et puis, ça se déroule sur une île, sable et cocotiers au milieu du Pacifique, c'était donc exotique. Et en même temps, la situation était totalement inquiétante. Sachant que personne ne m'a expliqué les effets éventuels de ce kava, et affreusement dérangeante pour mes certitudes, car je vous avoue
qu'en général, mais assez rare de cracher en groupe. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Alors en fait, ce que cette manière de voyager, le logement chez l'habitant, m'a appris, ou plutôt m'a balancé en pleine face, pour ne pas dire autre chose, c'est que j'étais, moi, pétri de certitude. Et cette révélation m'est venue par la confiture. Alors, pas le cava, mais la confiture. C'est toujours de la nourriture au passage, mais ça, c'est un autre sujet. Parce qu'il faut que je vous annonce une chose. Le petit déjeuner sucré n'est absolument, mais absolument pas universel. Le monde petit déjeune salé. Le concept même de repas, 3 repas par jour, assis à table, est loin d'être universel. Dans beaucoup de pays, y compris en Europe, chacun mange quand il en a envie, et les repas sont éparpillés un peu comme des confettis tout au long de la journée. Dans le même ordre d'idées, je me suis retrouvé chez un vieil homme malade dans un petit village du Togo. Un médecin lui avait prescrit un médicament à prendre matin, midi et soir pendant les repas. Eh bien, le vieil homme n'avait rien pris, aucun médicament. Parce que ce concept de matin, midi et soir, pendant les repas, n'avait strictement aucun sens pour lui. Alors, ce qui m'a bouleversé, quand j'ai découvert ces différences, et je les ai découvertes de la manière la plus nette et profonde qui soit, c'est-à-dire en les observant chez les gens chez qui je vivais. J'étais là avec eux. C'était concret, réel. Ce qui m'a bouleversé, c'est de constater à quel point mes habitudes n'étaient pas chez moi des options, des choix culturels, non. Mes habitudes étaient mon identité même. Je fais 3 repas par jour de la même manière que je suis brun. Enfin, encore un peu. Mes habitudes étaient pour moi des conséquences intrinsèques de l'âme humaine, des conséquences de l'âme humaine. Eh ben non, pas du tout. Alors du coup vient le temps du combat. Le temps du combat. Parce que quand on fait cette constatation, on se dit, mais en fait, j'en ai combien des habitudes de vie qui me semblent être dans l'ADN de l'humain, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Ma première intuition a été de me dire que absolument toutes nos habitudes sont uniquement culturelles, uniquement issues du pays d'où on vient, de notre famille, de notre époque, etc. De la manière de dire bonjour jusqu'à la manière de travailler, en passant pourquoi pas par la manière dont on marche, dont on parle, tout serait interchangeable avec d'autres habitudes. Et nous choisirions de garder ces habitudes uniquement parce qu'elles permettent la vie en commun. Elles permettent de mieux se comprendre. On fait 3 repas par jour à des heures précises pour ne pas se couper des gens qui nous entourent. Voilà. Je vais boire un petit peu d'eau. Mais, en continuant à voyager, je me suis rendu compte qu'il y avait, en fait, malgré cette intuition première, des concepts effectivement universels. Et j'ai décidé de faire un film pour exprimer cette idée. Alors, comment dire en son et en image la différence entre universel et culturel? Il y a un concept présenté par Nietzsche qui donne à l'humain 2 états sociaux. En résumé, dans la vie, nous sommes tour à tour apollonien et dionysiaque. Apollonien la majorité du temps, c'est-à-dire que nous nous présentons bien,
nous cherchons à être le plus poli, beau et accepté possible, nous portons le masque social. Et puis de temps en temps, plus rarement, nous devenons dionysiaques. C'est-à-dire que nous nous éloignons des règles, nous retrouvons notre animalité, on pète les plombs, on fait la fête, on montre ses fesses, on tombe le masque. Ces deux états sont nécessaires l'un à l'autre, apollonien et dionysiaque. Il n'y en a pas un mauvais et l'autre bon. Ils doivent être en équilibre pour avoir une vie bonne. Alors le lieu par excellence du dionysiaque, c'est le rite. Les carnavals, les fêtes traditionnelles, le vaudou, les mariages, les fêtes de printemps, etc., etc. Ce qui est frappant, quand on commence à analyser ces rites, qui se déroulent par milliers dans le monde entier, rien qu'en France, il y en a des centaines, c'est que les mêmes thèmes se retrouvent partout. Il y a les rites liés à la naissance, comme le jet de bébé de 10 mètres de hauteur en Inde. De hauteur, ou sur des draps. Ou le saut du diable au-dessus des nouveau-nés en Espagne. Ils sont posés sur des matelas, ils sautent par-dessus. Il y a ceux liés à l'enfance, ceux à l'éducation, aux saisons, à la faim, au soleil, à la lune, à la crainte de la nature, à la fécondation, à la mort, à ce qui se passe après la mort. Tous ces thèmes sont absolument communs à tous les habitants de cette planète. Il n'y a pas un endroit sur Terre où on ne trouve pas de rite servant à exorciser ou magnifier ces thèmes. C'est comme si la Terre était faite de milliers de manières de faire avec les mêmes angoisses. Les mêmes angoisses. Faire avec. Ce qui différencie ces manières de faire avec, c'est le climat où nous nous trouvons, la géographie, la latitude, le type de nourriture auquel nous avons accès. Alors le film, qui s'appelle « Être humain », dans le sens « Qu'est-ce que être humain ?», va rebondir de rite en rite à travers le monde, afin de relier ces rites non par leur forme commune, mais par leur angoisse commune, par leur thème commun, si vous préférez. On y verra des rites très différents célébrer exactement la même chose. Alors par exemple, le feu. En France, on brûle de grandes tours de bois durant le solstice d'été à la Saint-Jean, le 21 juin, où on saute par-dessus le feu, moi je l'ai fait quand j'étais petit, pour célébrer le soleil, et en même temps pour montrer sa puissance destructrice. Eh bien, au Salvador, les gens se jettent des boules de feu. Tous les ans, à la même date. Dans les deux cas, la crainte de l'énergie destructrice de la nature est omniprésente. Tous ces rites sur lesquels nous posons notre vie n'ont peut-être qu'un seul but, nous permettre de vivre avec nos angoisses. Bon, alors, juste pour ne pas terminer cette présentation sur le mot « angoisse », ma conclusion sera de vous dire qu'il y a une vraie joie, une joie rassurante, de se rendre compte que les humains qui nous entourent, même s'ils font des choses bizarres, tous là, partagent avec nous le principal, les angoisses. Et donc, il faut que je fasse une autre conclusion. Et si, effectivement, notre monde est fait de milliers de cultures différentes, ce qui nous unit, c'est cette sorte de front commun, cette volonté absolue de faire face. C'est ce qui nous connecte et nous fait être humains. Merci.